messages to different groups of people in this country. I can't tell you how much I sympathize with the way everybody has had to. C'est arrivé si brusquement, si inopinément que pendant un instant je n'ai pas su si j'assistais à un événement soigneusement orchestré ou à un moment spontané qui avait accidentellement dégénéré en un véritable séisme institutionnel. Tôt le matin, avant même la diffusion des premiers journaux télévisés, j'ai reçu une notification annonçant que William et Kate allaient prononcer un discours personnel. Pas de décor royal, pas de cadre officiel, pas de drapeau, pas de cour. Juste eux deux dans une pièce presque vide avec une sobriété si inhabituelle que j'ai immédiatement eu le sentiment que quelque chose de fondamental avait basculé. Et tandis que l'image apparaissait sur mon écran, j'ai su que ce ne serait pas une simple annonce. C'était comme un avertissement, comme un commencement, comme un mouvement d'une ampleur que nul journaliste ne pouvait appréhender à ce moment-là. Le plus frappant, c'était que l'annonce ne soit venue ni de Buckingham Palace, ni de Clarence House, ni d'aucun des canaux de communication traditionnels qui avaient dicté le ton pendant des générations. Non, William et Kate l'ont publié directement sur leur propre compte, sans autorisation, sans déclaration commune, sans mention du roi. Ils ont présenté l'initiative Diana comme si la monarchie n'était qu'un simple spectateur. Et à cet instant précis, ce premier aperçu de liberté, d'autonomie et de contrôle, j'ai eu le sentiment d'assister à un bouleversement du pouvoir qui couvait depuis un certain temps. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le silence qui a suivi leurs paroles. Un silence plus lourd que le message lui-même. Leur discours portait sur la charité, le soutien aux jeunes familles et la résilience. Des sujets qui en soi ne sont ni politiques ni explosifs. Mais dans le contexte de la monarchie, la manière dont ils l'ont prononcé en disait bien plus long que le contenu. Leur ton était assuré, leur attitude digne d'un homme d'État sans couronne, et leur décision de mettre le nom de Diana au premier plan, c'était comme ouvrir une porte que la famille avait gardée close pendant des années. Je me suis surprise à retenir mon souffle sans m'en rendre compte. Que signifie le fait que l'héritier du trône se place aux côtés de l'esprit de sa mère, une femme dont le nom a encore plus de poids que n'importe quel titre? Et surtout, que signifie-t-il lorsqu'il le fait sans impliquer Charles? Les premiers rapports ont commencé à affluer, rédactions désemparées, correspondants royaux, réécrivant leurs articles commentateurs, se demandant pourquoi le palais lui-même n'avait pas encore réagi. Je me dirigeais vers mon bureau et même les membres du personnel d'ordinaire imperturbable semblaient fébriles. Tous le sentaient et il ne s'agissait pas d'un projet, mais d'une opération de positionnement. Une manœuvre stratégique exécutée avec la fluidité d'une guerre de communication. Je repensais à la façon dont Diana agissait toujours en marge des structures officielles. Sa force n'a jamais résidé dans son titre, qui lui a d'ailleurs été retiré, mais dans sa capacité à s'adresser directement au public. William avait manifestement retenu la leçon, et Kate, avec son image soigneusement construite de fiabilité et d'empathie, semblait désormais jouer le rôle que la monarchie avait longtemps évité, celui de la reine moderne, en devenir visible et indépendante. On avait l'impression qu'ils s'étaient tous deux affranchis d'un système qui les avait trop longtemps contraints. Mais ce qui m'a encore plus frappé, c'est l'évidence même de leur domination. Comme si l'auditoire était déjà préparé à ce changement, comme si le pays attendait ce moment depuis des années. Les premières réactions furent extrêmement positives. Les générations plus âgées louèrent la chaleur et la sincérité de leur message. Les jeunes, souvent peu attachés aux traditions, réagirent en masse. C'était comme si William et Kate, en un bref discours, avaient comblé le vide que Charles n'avait jamais vraiment su combler. C'est précisément pour cela que j'ai ressenti la vulnérabilité de la monarchie à ce moment-là. Que se passe-t-il lorsque l'héritier inspire davantage confiance que le roi en exercice? Que se passe-t-il lorsque le public voit un futur dirigeant qui paraît plus authentique que l'actuel? Et qu'est-ce que cela signifie pour Camilla, dont l'image, à tort ou à raison, n'a jamais été pleinement acceptée? J'ai vu les chaînes d'information se mettre immédiatement à faire des comparaisons. Des images de Diana juxtaposées à celles de Kate. Des analyses des propos de William confrontés aux anciennes déclarations de Charles. Le récit n'était pas dicté par le palais mais par le public, les journalistes, les plateformes numériques qui décelaient les tendances à une vitesse fulgurante. Et plus frappant encore, personne ne s'est demandé si Charles avait donné son consentement. Chacun semblait savoir intuitivement qu'il s'agissait d'une initiative indépendante. Au fil de la journée, un malaise grandissant s'installa en moi. Non pas que je désapprouvasse leur initiative, au contraire elle était forte et significative, mais parce que je pressentais que ce n'était pas un cas isolé, c'était un signal, un test, une manœuvre stratégique qui allait définir les semaines, les mois, voire les années à venir. Car toute monarchie aussi traditionnelle soit-elle est en fin de compte façonnée par celle en qui le peuple a confiance. Et ce matin-là, il était clair de qui il s'agissait. Je me suis demandé que signifie la loyauté quand l'avenir parle plus fort que le présent. Et surtout, une monarchie peut-elle résister à un changement qui ne vient pas d'en haut, mais de l'intérieur? Dès la diffusion de la vidéo de William et Kate, j'ai perçu un changement irréversible dans la dynamique du pouvoir au sein de la monarchie.
Non pas parce qu'ils avaient tenu des propos controversés, ni parce qu'ils avaient critiqué le palais, mais parce qu'ils avaient fait ce que plusieurs générations avant eux n'avaient jamais osé faire agir en toute autonomie, sans Charles, sans Camilla, sans les codes visuels traditionnels de l'autorité royale. Et c'est précisément cette simplicité qui a rendu leur apparition plus marquante que n'importe quelle cérémonie d'État. J'en ai été témoin en direct un déplacement du centre de gravité subtil mais indéniable, une transformation qui semblait donner à la monarchie elle-même une nouvelle forme. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est la finesse stratégique. Le choix d'un fond neutre, sans drapeau ni emblème, n'était pas fortuit. C'était un message, nous parlons en tant que personne et non en tant que fonction. Mais en réalité, précisément à cause de cela, c'est devenu un acte politique. Car lorsque les futurs monarques se présentent comme indépendants, une nouvelle ligne d'autorité se crée parallèle à l'ancienne. Et je savais que cela n'échapperait pas à Charles, qui a toujours cru à la hiérarchie et au protocole. Ils ont présenté l'initiative Diana comme si la monarchie était un partenaire et non un patron. Un projet qui semblait dépasser la famille et l'institution, presque un mouvement. C'était comme un moment suspendu dans l'histoire où j'ai senti l'héritage de Diana se réactiver. Non plus comme une image commémorative, mais comme une source d'énergie politique. Et Kate se tenait là, héritière naturelle de ce symbolisme. Son calme, sa précision, son empathie, c'était comme si le charisme de Diana coulait en elle, sans imitation, sans contrainte. C'était tout simplement naturel. La réaction a été plus rapide que je ne l'avais jamais vue. Des titres fleurissaient déjà en ligne avant même que la vidéo n'ait 5 minutes. En 10 minutes, le hashtag #Diana Initiative était en tête des tendances mondiales. Moins d'une heure plus tard, des analyses expliquaient comment William et Kate incarnaient une modernité royale indépendante. J'ai vu des commentateurs d'ordinaire si critiques envers la monarchie se mettre soudainement à les couvrir d'éloges. Le public était conquis, et dans l'espace numérique, une nouvelle réalité a émergé et William et Kate n'étaient pas seulement aimés. Ils étaient devenus une marque, une force qui n'était plus dans l'ombre de Charles, mais à ses côtés, voire même au-dessus. Ce qui m'a le plus fasciné, mais aussi troublé, c'est la clarté avec laquelle il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'un message isolé. C'était un positionnement stratégique. Tout dans leur attitude, leur choix de mots, jusqu'à l'angle de la caméra, respirait l'indépendance. Une indépendance qui pouvait facilement être interprétée comme une préparation au pouvoir. Et c'est là que résidait la tension. Car que signifie le fait que le futur roi soit déjà perçu comme le dirigeant de facto du pays? J'ai perçu une sorte de magnétisme se développer même au sein du palais. Les membres du personnel d'ordinaire neutre et strictement attachés au protocole ont commencé à spéculer ouvertement sur les implications. Certains murmuraient que cela pourrait être le début d'une nouvelle monarchie. D'autres y voyaient une rébellion discrète, le signe que Guillaume s'affranchissait de l'emprise de son père. Et bien qu'aucune critique ne se soit exprimée, j'ai senti que beaucoup choisissaient inconsciemment de quel côté de l'histoire ils voulaient se positionner. Mais le plus frappant fut ce qui ne se produisit pas, le silence de Charles et Camilla. Aucune réponse officielle, aucun compliment, aucune reconnaissance. Et comme souvent au sein de la monarchie, le silence est plus éloquent que les mots. Le public l'a remarqué, les journalistes l'ont remarqué. Le palais l'a remarqué, et c'est précisément à cause de ce silence que le discours a acquis une portée institutionnelle qui dépassait largement le cadre de la charité. Il a été perçu comme une correction, comme une orientation, comme une étape tant attendue vers une modernité que beaucoup jugent nécessaire. Je me demandais ce que Charles ressentait. Je le connais comme un homme qui a toujours cru que la responsabilité devait aller de pair avec la structure, la succession et les rituels garantissant la stabilité. Mais cette nouvelle forme de leadership public, spontané, numérique, sans filtre, ne pouvait certainement pas lui convenir, car si le public adhère à un nouveau style de leadership royal, la forme traditionnelle devient vulnérable. Et combien il doit être douloureux pour un monarque régnant de voir son propre héritier lui ravir l'autorité morale. Pourtant, j'avais aussi le sentiment que William et Kate n'agissaient pas par rébellion mais par nécessité. Le monde change rapidement. La monarchie sait qu'elle doit s'adapter sous peine de sombrer dans l'insignifiance. Et peut-être l'ont-ils compris avant tout le monde. Leur geste n'était pas une attaque frontale, mais plutôt un message qu'il était impossible d'ignorer. L'avenir commence maintenant et nous n'attendons plus l'autorisation du système. Au fil de la journée et des réactions qui affluaient, une autre question a commencé à me tarauder. Si William et Kate parviennent à créer un élan national sans directive du palais, quel impact cela aura-t-il sur le pouvoir intérieur et surtout que se passera-t-il lorsque le futur monarque n'agira plus sous l'autorité du roi mais à ses côtés? Ou plus précisément, que se passe-t-il si le public a déjà fait basculer cet équilibre sans que personne n'ait donné d'autorisation formelle? Alors que le soir tombait et que je voyais la lueur bleue des téléphones illuminer les grilles de Buckingham Palace, une chose était sûre, il ne s'agissait pas d'un incident isolé. C'était un tournant. J'assistais au moment où la monarchie prenait une nouvelle direction, non pas par des décisions prises au sommet, mais grâce au charisme, à la stratégie et à une soif de renouveau émanant du peuple.
Dès l'instant où William et Kate ont affirmé leur indépendance, j'ai perçu une nouvelle tension au palais. Une tension tacite mais palpable dans chaque geste, chaque regard, chaque murmure. Et nulle part cette tension n'était plus manifeste que dans la réaction de Charles et Camilla. Non pas ouvertement ni directement, mais par des silences plus longs qu'à l'ordinaire et des conversations qui avaient perdu leur fluidité. La monarchie, toujours attachée au contrôle et à la continuité, semblait soudain confrontée à une dynamique à laquelle elle ne pouvait résister un jeune couple adulé, capable de captiver l'imaginaire collectif mieux que l'institution elle-même. Ce qui m'a frappé en premier, c'est le langage corporel de Charles. Il bougeait différemment. Ses épaules étaient tendues, sa mâchoire serrée alors qu'il était d'ordinaire si détendu. Lors de la réunion interne ce matin-là, il levait à peine les yeux des documents devant lui. Non pas parce qu'ils étaient importants, mais parce qu'il ne voulait pas laisser transparaître ses véritables sentiments. Car la vérité était dure, son héritier avait lancé un mouvement qui lui échappait. Et personne, pas même un roi, n'est à l'aise lorsque le pouvoir commence à s'affranchir des clivages traditionnels. Mais c'est Camilla qui a le plus clairement démontré l'impact profond de cet événement. Je l'ai vue gérer la pression publique, les critiques et les attaques personnelles les plus virulentes. Et elle a toujours su se relever. Sa force n'a jamais résidé dans une popularité pure et simple, mais dans sa capacité à résister à l'adversité. Pourtant, je percevais en elle quelque chose que je lui avais rarement vu, auparavant un mélange de colère et d'incertitude, une frustration presque palpable. Car elle comprenait parfaitement ce qui se passait. Le retour du nom de Diana, si grandiose, si public, si porté par William et Kate, l'a touché au-delà de toute stratégie politique. Il a touché son histoire. Et l'histoire n'est jamais passée au sein de la monarchie. Je l'ai vue accélérer le pas dans les couloirs, sa voix s'élevait légèrement lorsqu'elle donnait des instructions, son regard s'attardant un instant sur les écrans diffusant le discours de William et Kate. C'était presque comme si elle était de nouveau confrontée à l'ombre d'une femme qu'elle n'avait jamais pu apaiser. Car aussi douloureux que cela soit à admettre, l'image de Diana reste plus forte dans la mémoire collective que celle de toute reine consort qui lui a succédé. En parcourant les notes internes, j'ai commencé à déceler des tendances, de subtils changements, des changements de priorité, des demandes de Clarence House pour surveiller de près certains segments de la presse. Le ton n'était pas défensif mais nerveux, comme s'il pressentait qu'il ne s'agissait pas d'une simple vague, mais du début d'un nouveau mouvement susceptible de bouleverser les fondements institutionnels sur lesquels il s'appuie. Le moment le plus douloureux fut celui où je suis entré dans la chambre de Charles pour un compte-rendu de routine. Il était assis silencieux, perdu dans ses pensées, ses lunettes toujours à moitié remontées sur son nez et le discours de William ouvert sur sa tablette. Il leva les yeux mais sans l'autorité à laquelle j'étais habitué. Son regard était perçant, presque scrutateur, comme s'il se demandait s'il était encore à la tête de l'avenir ou s'il se contentait de le gérer. Et cette pensée, cette incertitude silencieuse et inexprimée, était peut-être la preuve la plus flagrante que William et Kate avaient fait bien plus qu'annoncer un projet. Ils avaient bouleversé le paysage médiatique. Ce jour-là, j'ai ressenti avec une force grandissante que deux monarchies commençaient à coexister. La monarchie de Charles et Camilla ancrée dans la tradition, le protocole et l'hérédité. Et la monarchie de William et Kate ancrée dans la modernité, la transparence, l'image et l'héritage de Diana. Que se passe-t-il lorsque deux systèmes au sein d'une même institution tentent de se disputer le même espace ? J'ai entendu des conseillers murmurer que les agendas royaux commençaient à se chevaucher, que l'équipe de Camilla était de plus en plus sensible aux articles de presse élogieux envers Kate, que certaines séances photos étaient soudainement reportées ou modifiées, que Camilla elle-même se posait des questions qu'elle ne s'était jamais posées auparavant, des questions de popularité, de timing, de perception du public. Ce n'étaient que des détails certes, mais dans la monarchie, les détails ne sont jamais vraiment insignifiants. Ce sont les failles à travers lesquelles se dessinent les grands bouleversements. Guillaume, en revanche, ne semblait même pas se soucier d'une confrontation stratégique. Il agissait en vertu d'une autorité naturelle non imposée mais reçue. Et cela rendait la tâche d'autant plus difficile pour Charles et Camilla. Après tout, comment combattre quelque chose qui n'est pas conçu comme une attaque, mais qui par son propre attrait mine votre influence ? Le moment le plus difficile, du moins pour moi, a été de constater que Camilla et Charles ne semblaient plus se comprendre. Pas formellement. Lors des réunions, ils restaient corrects, courtois et maîtres d'eux-mêmes. Mais dans ces petits gestes non-verbaux qui en disent toujours plus long que les mots. La façon dont elle lui tendait quelque chose sans attendre sa réponse. La façon dont il évitait son regard lors des apparitions publiques. Ce sont des signaux que j'avais déjà observés chez des membres de la famille royale soumis à une pression immense. Entre-temps, l'initiative Diana a continué de croître plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Des sponsors se sont manifestés. Les médias étrangers ont salué l'initiative. Des familles ont partagé leurs histoires. Et partout où je regardais, le soutien à William et Kate se construisait comme des fondations désormais inébranlables. Je me suis demandé combien de temps un monarque peut-il conserver le pouvoir lorsque son héritier y a déjà assumé le rôle de chef moral.
Et plus important encore, que devient une reine consort, confrontée une fois de plus à un mouvement public dont les racines plongent dans un passé auquel elle n'a jamais vraiment pu échapper. Dès l'annonce de leur initiative par William et Kate, j'ai senti le palais perdre son équilibre. Non pas à cause d'une rébellion ouverte, mais parce que la dynamique interne a commencé à se modifier comme le sable, sous une structure restée figée trop longtemps. Ce qui au départ semblait une simple différence subtile, un changement de ton d'attention de présence, s'est transformé les jours suivants en quelque chose de bien plus fondamental, une profonde division. Et je me suis retrouvé au cœur de cette tourmente témoin silencieux d'un changement de pouvoir qui s'est manifesté non par des cris ou des conflits, mais par des murmures, des fuites et des regards aussitôt détournés. Les premiers signes sont venus du personnel. Ce personnel qui d'ordinaire fonctionnait comme une seule entité, discrète, efficace, invisible, a soudain commencé à se diviser en groupes qui évaluaient différemment leurs sources d'informations. Certains étaient manifestement plus proches de Kensington Palace, d'autres restaient fidèles à Clarence House, tandis qu'un troisième groupe gardait le silence observant attendant. C'est ce que j'ai toujours craint, non pas un conflit ouvert, mais la formation de camps. Car une fois que le palais perd sa voix unie, il perd son essence. J'ai surpris des chuchotements dans des couloirs habituellement déserts. Des membres de l'équipe communication discutaient discrètement des informations qui seraient divulguées à la presse dans les jours suivants. Certains employaient ce terme comme s'il s'agissait d'une pure coïncidence, mais je savais bien que ce n'était pas le cas. Aucune fuite n'est accidentelle, chaque fuite a un expéditeur, et chaque expéditeur a un but. Plus frappant encore, les fuites ont commencé à provenir des deux côtés. D'un côté, des articles soulignaient subtilement comment William et Kate incarnaient un leadership frais, moderne, inclusif et sensible. Des termes que j'avais déjà vus dans des versions préliminaires que Charles n'avait jamais approuvés. De l'autre, certains articles présentaient Camilla comme une gardienne de la monarchie traditionnelle avec dignité. Le ton n'était jamais ouvertement hostile, mais le message sous-jacent était clair, deux visions de la monarchie, deux scénarios d'avenir qui semblaient de plus en plus incompatibles. Ce qui m'inquiétait encore davantage, c'était la manière dont des journalistes extérieurs avaient soudainement accès à des informations qui ne pouvaient provenir que des plus hautes sphères du pouvoir. Non pas des rumeurs ou des spéculations habituelles, mais des détails trop précis pour être inventés. Je l'ai constaté de visu, un journaliste écrivant que Charles était profondément blessé et surpris par le moment choisi pour le discours de William. Un autre affirmant que Camilla sentait sa position menacée. Aucune de ces déclarations ne provenait de sources officielles, mais elles provenaient bel et bien de quelque part. Et leur existence même signifiait que la discipline au palais était en train de se relâcher. J'ai parcouru les couloirs de Buckingham Palace et j'ai senti l'atmosphère changer. L'espace toujours neutre, presque stérile dans son rythme cérémoniel, était désormais empreint d'une tension que je n'avais ressentie auparavant que lors de périodes de grande tension, comme la mort de Diana ou le départ de Harry et Meghan. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, la tension venait de l'intérieur, non pas d'une crise inattendue, mais d'un lent déplacement de force. Et c'est ce qui rend une institution plus vulnérable que n'importe quelle attaque extérieure. Les tensions sont devenues criantes lors d'une réunion interne où Charles souhaitait exprimer son point de vue. Il s'est exprimé avec justesse et diplomatie comme pour rassurer chacun. Mais j'ai perçu les regards échangés. Certains membres du personnel étaient loyaux par devoir, d'autres par conviction. Mais un groupe grandissant le regardait d'un œil neutre que je ne lui avais jamais vu le regard de ceux qui pressentaient que l'avenir ne dépendrait plus entièrement de lui. Et rien n'est plus dangereux pour une monarchie que de voir la loyauté se reporter sur une nouvelle direction potentielle. Et puis il y a eu Camilla. J'ai vu comment elle s'efforçait de projeter une image de stabilité, mais ses gestes semblaient être précipités. Elle paraissait consciente que le récit qui l'entourait n'était plus façonné par elle-même, mais par la réévaluation publique de Diana, encouragée par William et Kate. Je l'ai vu parler avec des conseillers, mais leur visage trahissait leur incapacité à lui apporter le réconfort auquel elle était habituée. Et lorsqu'un article a apparu annonçant que sa popularité avait chuté de près de 8% en moins de 48 heures, j'ai su que cela l'avait profondément affectée. Mais le moment où j'ai compris que la situation avait atteint un point critique est survenu lors d'une réunion d'information de routine sur la gestion des médias. Normalement, il s'agissait d'un échange purement technique, mais cette fois-ci, quelqu'un a franchi la ligne rouge. Quelle position adoptons-nous ? Une question qui ne s'était jamais posée auparavant. Jusqu'à présent, il allait de soi que le palais fixerait sa ligne de conduite. Mais désormais, cette ligne était remise en question. C'est alors que j'ai véritablement compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'un problème passager, mais d'un déplacement du centre du pouvoir. Un déplacement qu'on ne pouvait ignorer et qui devenait de plus en plus visible dans tous les aspects du travail quotidien. Et je me suis demandé combien de temps une monarchie peut-elle fonctionner lorsque ses propres fondements commencent à vaciller. Les failles ne résidaient pas dans les structures, mais dans les personnes, dans la loyauté, dans la vision, dans l'émotion. Et c'est toujours là que naissent les crises les plus profondes.
Au fil des jours, tandis que les tensions au sein du palais s'intensifiaient, il devint évident qu'un autre facteur influençait, voire exacerbait, la dynamique interne, le retour de Harry et Meghan sur la scène publique. Ils ne revinrent pas physiquement en Angleterre, mais leurs voix, leurs interviews, leurs prises de position, chacune de leurs phrases, résonnèrent soudain à nouveau comme des échos d'un passé que beaucoup auraient préféré oublier. Et ce sont précisément ces échos qui rendirent la situation déjà explosive. Car ce qui avait commencé comme un mouvement initié par William et Kate menaçait désormais de se transformer en un nouveau front dans un conflit qui couvait depuis des années. J'ai perçu le changement dès l'instant où Harry a exprimé avec prudence mais clarté son soutien à la Diana Initiative lors d'une interview. Sans excès d'émotion ni connotation politique, mais avec une sincérité impossible à ignorer. Il n'a rien dit de critique à proprement parler, mais le simple fait qu'il se soit exprimé positivement, avec empathie et publiquement, était en soi un message fort. Et j'ai immédiatement compris l'impact que cela aurait sur la perception de l'initiative. Elle n'était plus considérée comme le seul projet de William, mais comme une réunion symbolique autour du nom de leur mère. La presse a aussitôt emboîté le pas. Des titres comme « Les fils de Diana enfin réunis » se sont répandus avant même que le palais ne puisse réagir. Et c'est précisément ce qui a rendu la situation interne encore plus délicate. William avait toujours été le fils stable, consciencieux et diplomate. Harry, l'impulsif, l'émotif, le rebelle. Mais grâce à son soutien, l'initiative Diana est soudainement devenue un récit familial. Du moins, c'est l'impression que cela donnait. Et plus les journalistes s'emparaient de ce récit, plus le contraste entre la position de William et celle de Charles se creusait. Car si les deux princes adhèrent à une vision qui place le nom et l'héritage de Diana au centre, qu'est-ce que cela révèle de la position de Camilla ? J'ai constaté que certains membres du personnel jusque-là fidèles à Charles et Camilla hésitaient désormais. Non pas par désir de changer de camp, mais parce que le discours ambiant était trop fort. L'aspiration du public à une réunion fraternelle se mêlait à un mouvement désireux de perpétuer la compassion de Diana. Il ne s'agissait plus d'une opération de relations publiques, mais d'un élan émotionnel, d'un enjeu historique, d'un sentiment qui transcendait les protocoles, les échéances et la hiérarchie. Et j'ai eu le sentiment que cela affectait Charles et Camilla, même si c'était de manière complètement différente. Pour Charles, le soutien de Harry ravivait une douleur qu'il n'avait jamais vraiment surmontée. La relation distante, les années de tension, les interviews publiques le présentant comme un père incapable de communiquer avec ses enfants, tout cela ressurgit avec une nouvelle dimension. Harry était marginalisé au sein d'un mouvement qui ternissait encore davantage l'image de Charles. Et pour un roi déjà aux prises, avec la popularité de son héritier, c'était une source d'irritation palpable. Avec Camilla, l'impact fut différent. J'ai vu son visage se figer lorsqu'elle a lu les premiers articles sur le soutien apporté par Harry, car elle savait, peut-être mieux que quiconque, que cela activait un récit qui jouait directement contre elle. Les mots de Harry avaient un pouvoir presque involontaire. Ils rappelaient à tous l'histoire tragique de Diana. Et dans ce récit renouvelé, Camilla est automatiquement devenue la femme qui s'opposait à Diana une fois de plus, aussi subtilement que fussent les articles. Mais la situation prit une tournure inattendue lorsque Meghan fit une remarque vague mais révélatrice lors d'une interview. Je trouve magnifique de voir comment les gens continuaient de s'appuyer sur les principes d'empathie. Aucun nom, aucune référence. Mais chacun comprit immédiatement ce qu'elle voulait dire. Et une fois de plus, l'attention du public s'enflamma. C'était comme si par une simple phrase, les Sussex avaient allumé une mèche là où la tension était la plus vive. Ce qui me préoccupait le plus, c'était la façon dont ces réactions extérieures exacerbaient les divisions internes. J'entendais des conseillers murmurer que le roi était mis dans une situation délicate. D'autres évoquaient la possibilité que les frères, même publiquement, soient de nouveau perçus comme unis, ce qui affaiblirait encore davantage l'autorité de Charles au sein de la monarchie. Après tout, que signifie diriger lorsque l'avenir est façonné non seulement par son héritier, mais aussi par le fils qui s'est éloigné de la famille pendant des années ? Au sein du palais, la confusion s'installait. Non pas ouvertement, car le chaos au sein de la monarchie ne se manifeste jamais bruyamment, mais dans les détails, lors de réunions où les priorités changeaient selon l'orateur, dans des rapports où les initiatives de William étaient privilégiées par rapport aux instructions de l'équipe de Charles, dans le comportement de membres du personnel d'ordinaire réservé mais qui laissait désormais transparaître de subtiles marques de sympathie. Les rapports de force étaient devenus flous, et c'est dangereux. Car lorsque deux monarchies futures semblent coexister, celle de William et Kate et celle de Harry et Meghan, la monarchie est contrainte de se redéfinir dans un monde en perpétuelle évolution. Et au milieu de tout cela, se tenait Charles, visiblement épuisé, cherchant un moyen de réunir une famille déchirée en deux. Mais une question me taraudait sans cesse. Un homme peut-il à lui seul maintenir un système à flot lorsque sa propre famille, la fille, est la force motrice de la tempête qui le menace ?
Et même plus profondément, que reste-t-il de la tradition lorsque l'avenir ne se conforme plus au passé, mais le transcende? Les semaines qui suivirent le discours de William et Kate furent une période où je n'avais jamais vu la monarchie vaciller aussi visiblement. Non pas par des émeutes, ni par des scandales, mais par quelque chose de bien plus subtil, un changement de sens, une redistribution du pouvoir émotionnel. L'avenir de la couronne semblait se détacher du présent sous mes yeux, et le présent, incarné par Charles et Camilla, ne savait plus comment suivre le rythme de cet avenir. Une tension palpable régnait dans les couloirs de Buckingham Palace, une tension que je ne peux décrire qu'en comparaison d'une tempête sourde inaudible pour le monde extérieur, mais inévitable pour ceux qui en étaient le cœur. Tout a commencé par des détails apparemment insignifiants. Charles reportait des réunions sans raison apparente comme pour gagner du temps dans une situation qui s'aggravait. Camilla se retirait des moments où elle était habituellement présente comme si sa présence soulevait plus de questions que de réponses. Et les membres du personnel devenaient soudainement prudents dans leurs conseils, comme s'ils ne savaient plus quelle aile de la monarchie déciderait de leur avenir. Pour moi, le plus grand choc fut de réaliser que ce changement n'était pas qu'une simple perception publique, l'institution elle-même avait commencé à s'adapter. Les rapports internes évoquaient de plus en plus la continuité pour la prochaine génération, une expression qui en temps normal n'aurait eu de sens que dans plusieurs années. Désormais, on avait l'impression que l'avenir était déjà là et que le palais lui-même l'avait accepté. Les dossiers étaient réécrits pour mettre l'accent sur l'initiative Diana comme si elle faisait déjà partie intégrante de la politique royale. Et je constatais de plus en plus souvent que les notes d'information étaient automatiquement adressées au palais de Kensington au lieu de Clarence House. Mais ce n'est qu'en découvrant un document décisionnel désignant William et Kate comme figure clé de la stabilité publique que j'ai pleinement saisi la portée de ce changement. L'institution reconnaissait, discrètement mais sans équivoque, qu'ils étaient le pilier du soutien populaire. Ni Charles, ni Camilla, et certainement pas les structures traditionnelles qui avaient défini le fonctionnement du palais pendant des années. C'est à ce moment précis que j'ai repensé au rôle d'Harry et Meghan dans tout cela. Non pas comme acteurs internes, mais comme force externe façonnant le récit. Leurs déclarations avaient révélé un sentiment qui résonnait depuis longtemps dans le cœur de nombreux Britanniques, l'aspiration à une monarchie empreinte d'empathie qui fasse preuve d'humanité et qui, loin de refouler le passé, le reconnaît. Cette idée, que le poids institutionnel de la monarchie doit reposer sur une légitimité émotionnelle, s'est concrétisée grâce à l'initiative Diana. Et c'est là que réside la force de William et Kate. Ils incarnent non seulement la stabilité, mais aussi une certaine clarté morale. La monarchie n'a jamais été conçue comme un projet démocratique, mais l'époque moderne l'a rendue si visible. Et le soutien populaire, peut-être le dernier véritable pilier de la monarchie, s'est inévitablement reporté sur un couple qui paraissait plus compréhensible, plus doux et plus humain. Ce qui m'a le plus frappé durant ces semaines, c'était le combat intérieur de Charles. Je ne le voyais pas comme un homme cherchant à s'accrocher au pouvoir, mais comme quelqu'un qui s'efforçait de préserver sa dignité, tandis que le monde autour de lui se transformait lentement. Il restait courtois, toujours correct, mais je le voyais parfois seul dans une pièce où son autorité naturelle imprégnait autrefois l'atmosphère. Sa position n'avait pas disparu, il était toujours roi, mais son influence était éclipsée par un avenir qui se déroulait plus vite qu'il ne pouvait le suivre. Camilla, en revanche, montrait des signes croissants de lassitude face à la défensive. Les comparaisons incessantes avec Diana, la popularité soudaine de Kate, la pression constante d'une presse avide de récits de rivalité. C'était comme si chaque ombre lui rappelait le combat qu'elle menait depuis des décennies. Et aussi dur que cela puisse paraître, il devenait de plus en plus évident que la dynamique institutionnelle ne jouait plus en sa faveur. La monarchie, ou plutôt le public, choisissait ses symboles. Pourtant, la prise de conscience la plus choquante pour moi fut de constater comment les membres du personnel commençaient spontanément à anticiper une monarchie sous le règne de William et Kate. Pas explicitement, pas ouvertement, mais visiblement dans leur comportement, dans leurs priorités, dans leurs projets, dans la manière dont sur les sujets sensibles, ils se demandaient comment Kensington gérerait-il cela. Cette petite phrase, presque jamais prononcée et pourtant si présente, était la preuve silencieuse que la hiérarchie interne commençait à se modifier de façon irréversible. Je me suis demandé combien de temps une monarchie peut-elle fonctionner lorsque la perception du pouvoir ne correspond plus à sa structure réelle. Une institution ne peut exister que si son symbolisme est accepté. Mais que se passe-t-il lorsque le symbole et celui qui le porte ne sont plus en harmonie? Et puis il y a une autre question douloureuse qui ne cesse de me venir à l'esprit. L'avenir de la monarchie est-il toujours lié à Charles ou repose-t-il entièrement sur William et Kate? Car ce que je vois autour de moi laisse penser que le combat ne porte plus sur la pertinence mais sur la légitimité. Et la légitimité ne s'impose jamais d'en haut, elle est donnée par le peuple, par le temps, par l'histoire.
Nous traversons actuellement une phase de transition où la monarchie cherche à se réinventer non pas en imposant le changement, mais en reconnaissant qu'il est déjà advenu. J'ai le sentiment d'assister à l'aube d'une ère nouvelle, où tradition et modernité ne s'opposent plus mais se complètent. Il ne me reste plus qu'une question primordiale. Quelle monarchie se révélera la plus forte, celle du passé ou celle de l'avenir qui se profile à l'horizon et qui est irrésistible ?